allons-y. Vision industrielle 2D ou 3D. Donc l'objectif, c'est de vous expliquer un peu les points techniques et quelle est la technologie à utiliser en fonction de votre application. Donc on va détailler la vision 2D et la vision 3D. Mais avant ça, avant de commencer, un petit point, un petit postulat de départ sur la partie vision industrielle en termes généraux. Donc tout d'abord, la vision industrielle, c'est le fait d'utiliser des caméras numériques, d'accord, et du traitement de l'image. Donc on prend des images et on vient traiter l'image derrière. La vision industrielle, ça permet quoi? Ça permet de donner de l'autonomie aux machines et notamment de remplacer ou de compléter du contrôle qui peut être fait manuellement. Et bien sûr, les applications de vision industrielle, elles peuvent être de simples applications, donc des applications basiques pour faire de la détection ou du contrôle de présence, ou bien sûr des tâches plus complexes de contrôle dans des environnements qui peuvent être plus ou moins difficiles. Okay, donc ça, c'est le postulat de départ. En termes de vision industrielle, on va retrouver plusieurs tâches, donc plusieurs choses qu'on peut effectuer sur les objets à contrôler. Tout d'abord, on va pouvoir faire du positionnement. Donc l'objectif, ça va être d'aller chercher la position d'un objet pour, par exemple, l'envoyer vers un robot pour faire de la prise robot. D'accord ? Donc on va pouvoir détecter la présence et donner les coordonnées de l'objet en question, donc sur les convoyeurs, par exemple, ou en vrac. La deuxième tâche qu'on peut effectuer, c'est de l'inspection. Donc, c'est typiquement du contrôle qualité. Donc, c'est de l'inspection, ça va être je sais pas, par exemple, ça peut être de la présence-absence, bien sûr, mais ça peut être du contrôle couleur, ça peut être du contrôle d'assemblage sur des postes d'assemblage de produits. Et bien sûr, de contrôler des défauts, comme des défauts de surface, par exemple. La troisième tâche qu'on peut effectuer en vision industrielle, c'est la mesure. Donc là, on va prendre une image et l'objectif, ça va être d'aller vérifier des cotes, donc des largeurs, des hauteurs, quand on va être en 3D, des surfaces, des volumes également en 3D, voilà, des mesures de diamètre et de cotes après usinage, par exemple. Et la quatrième tâche, ça va être de la lecture. Alors, ce n'est pas uniquement de la lecture de code, puisque bien sûr, on peut lire des codes 1D et 2D, donc des codes barres ou des codes data matrix ou QR code. Mais on peut également faire de la vérification ou de la reconnaissance de caractères, donc OCR ou OCV. Un petit point sur l'offre SICK. SICK est en mesure de proposer dans toutes les technologies, donc 2D ou 3D, l'ensemble des tâches qu'on peut effectuer en vision. Résoudre des applications en 2D ou en 3D. Quel est le constat? Bien sûr, il y a plusieurs façons de résoudre une application. Si aujourd'hui vous avez une application à résoudre, vous allez donner à 2 personnes et au final, l'application ne sera pas forcément résolue de la même manière, que ce soit en termes de tâches ou en termes de technologie. Dans certains cas, le choix entre la technologie 2D ou 3D semble plutôt évident. Quand on a un volume à détecter, la technologie 3D va vite prendre le pas sur la technologie 2D. Dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué pour choisir entre la techno 2D ou la techno 3D. Et pour savoir quelle technologie utiliser, il faut bien comprendre les avantages des différentes technos. Donc les avantages des 2 technos et surtout, quelle est l'influence du choix d'une technologie ou d'une autre technologie par rapport à l'application. Ok, donc on va commencer par la vision 2D et donc détailler un petit peu quels sont les aspects techniques de la vision 2D et puis on passera ensuite à la 3D. Donc la vision 2D, elle est aujourd'hui particulièrement adaptée aux applications où on a un contraste élevé sur le produit. Ensuite, elle est également adaptée lorsque la texture ou la couleur des objets constitue un élément clé.
Si vous avez du contrôle couleur à faire, c'est un peu plus compliqué à faire en 3D qu'avec la techno 2D. La vision 2D, elle est utilisée, on a passé en revue les différents types de tâches qu'on pouvait avoir en vision industrielle. Elle est utilisée pour l'ensemble des applications de vision, que ce soit du positionnement, du contrôle qualité, de la mesure ou de la lecture de code ou de caractères. Aujourd'hui, la vision 2D, c'est la technologie qui est dominante sur le marché. Voilà, parce que c'est un peu plus démocratisé et peut-être un peu plus simple à comprendre pour l'utilisateur final. Si on prend un exemple, vous avez ici une boîte, un emballage de gâteau, me semble-t-il. Si on veut regarder l'impression de la boîte, il y a du contraste. L'impression de la boîte sera visible en 2D, alors que si on la prend en techno 3D, on aura moins d'informations, donc on pourra contrôler la forme de la boîte, mais difficilement l'impression qu'on a sur la boîte. Donc on voit là déjà très bien quel type de techno utiliser en fonction de l'applicatif qu'on a à effectuer. Les types de caméras, bien sûr, en techno 2D, on fait l'acquisition de l'image avec une caméra matricielle. L'image est prise de manière instantanée, c'est-à-dire que le produit va passer en dessous, on va avoir un trigger qui vient d'une cellule ou d'un automate, et on va prendre une photo, et derrière, on va traiter cette photo. L'image issue de ces caméras matricielles peut être une image en niveau de gris, donc une image, on va dire, monochrome, ou une image couleur, d'accord ? D'où le fait de pouvoir réaliser des applications de contrôle de couleur en 2D. Les éléments clés pour la vision 2D, en dehors de l'imageur lui-même, bien sûr, donc du capteur qui était intégré à la caméra, c'est bien sûr l'objectif, mais j'y reviendrai après, et également l'éclairage, puisqu'on va retrouver des caméras avec des éclairages intégrés. Mais dans beaucoup de cas, les éclairages intégrés ne suffisent pas et il faut éclairer la scène de manière spécifique avec des éclairages rasants, des éclairages dômes, etc. OK. Donc là, j'ai pris une caméra, une smart caméra, bien sûr, mais c'est également vrai si vous prenez une base PC avec une caméra qui est moins intelligente. La seule différence, c'est que voilà, la caméra est séparée du contrôleur, alors qu'ici, le contrôleur est intégré. Donc, si on regarde un petit peu les composants d'une caméra technologie 2D, on va retrouver, bien sûr, l'optique qui va être intégrée dans le boîtier ici, un boîtier et puis une connexion électrique. Okay. Si on regarde à l'intérieur, on va retrouver ici dans cette smart caméra un éclairage intégré, de l'optique, en fonction de l'application qu'on va avoir à faire, mais j'en reparlerai après pour la partie choix de l'objectif. Différents objectifs, bien sûr, peuvent être utilisés. On va retrouver également la matrice, donc le capteur CCD ou CMOS, suivant les caméras. Ensuite, au niveau électronique, derrière la matrice, on va retrouver un buffer image qui va permettre de stocker les différentes images qu'on va prendre avec la caméra. Un processeur pour traiter cette image. Je vous passe la partie électronique comme le FPGA qui permet de faire du pré-processing, par exemple. Et puis la partie connexion électrique où on va pouvoir envoyer des données, que ce soit numériques ou des informations plus complexes. OK ? Donc, si on prend un produit, on va éclairer le produit. Ce produit va renvoyer la lumière qui va passer dans l'objectif, qui va arriver dans la matrice. Et donc, cette image va être transférée dans le buffer image pour ensuite être traitée dans le processeur et utilisée via des algorithmes qui vont être soit à développer, soit à être utilisés si c'est des caméras configurables, avec des algorithmes déjà fournis par le fabricant. Okay. Et ensuite, on va envoyer ces données vers une intelligence externe. OK.
Si on regarde un petit peu plus sur la partie scène de vision, on va retrouver différentes notions comme les champs de vue, qui s'appellent FOV en anglais, donc Field of View. Grosso modo, c'est ce que la caméra voit. Donc, vous allez avoir une valeur X, une valeur Y, qui est tout simplement ce que voit la caméra en millimètres. Et puis également une distance de travail, qui va être la distance entre la caméra et l'objet. Et en fonction de l'objectif qu'on va utiliser, on pourra être plus ou moins loin et on pourra avoir un champ de vue plus ou moins grand. L'angle de vue, il est défini bien sûr par la distance. Alors l'angle de vue, ça détermine la taille de la scène que la caméra peut voir. Donc en fonction des objectifs qu'on utilise, on va voir plus ou moins grand. Si on utilise un grand angle, on va se rapprocher et on va avoir une scène assez grande, donc un champ de vue plutôt grand. Si on utilise un objectif standard, on va être à mi-distance. Et puis si on utilise un téléobjectif, c'est parce qu'on veut voir la pièce de plus loin, d'accord, avec un champ de vue qui sera forcément plus réduit. Voilà pour l'angle de vue. Bien sûr, la distance de travail par rapport au champ de vision qu'on va avoir, il est dépendant de l'objectif. Donc ici, par exemple, j'ai pris un objectif de 35 mm. Donc 35 mm, c'est plutôt dans le domaine des on commence le domaine des téléobjectifs, même si on peut aller beaucoup plus loin. Donc ce qui nous fait une distance plutôt grande, avec un champ de vue plutôt réduit. L'intérêt d'utiliser également un téléobjectif, donc une longueur focale plutôt grande, c'est d'avoir moins de déformation. Si vous utilisez un grand angle, vous allez avoir une grande scène, mais avec plutôt de la distorsion sur le bord de l'image. Si on utilise une longueur focale de 6 mètres, donc un grand angle, la longueur focale donc, qui est définie par cette distance, bien sûr, l'angle de vue est plus grand et nous allons avoir un champ de vision qui est plus important. Si on regarde concrètement ce que ça donne sur une image qui est le clavier de mon ordinateur, avec une longueur focale de 4,3 mm, donc un grand angle, on va avoir une grande partie de mon clavier. Bien sûr, on voit ici cette distorsion, cette déformation de l'image. Et puis, plus on va augmenter la longueur focale, donc plus on va rentrer dans le téléobjectif, plus le champ de vue va être réduit et moins on aura de distorsion. Donc, je suis allé ici jusqu'à 16 mm. Ok, donc ça, c'était la distance focale et le choix de l'objectif. Les objectifs intègrent également une notion d'ouverture. Donc l'ouverture, c'est comme sur les appareils photo, hein, c'est le trou de l'objectif qui permet de laisser passer la lumière. Donc plus le trou est grand, plus la lumière passe, et plus le trou est petit, et plus l'ouverture est faible, et moins la lumière passe. Donc j'ai pris ici comme exemple un temps d'exposition équivalent. Donc avec une ouverture de 4,5 et une ouverture de 28. Donc on voit très bien que donc le temps d'ouverture, c'est le temps pendant lequel la caméra va regarder l'image. Hein. Donc on voit qu'à temps d'exposition équivalent, sur une ouverture de 4,5, on voit clair, et une ouverture de 28, on ne voit plus rien parce que le temps d'exposition n'est pas assez suffisant. Ça permet de dire que si je dois avoir un temps d'exposition plus important parce que je veux une ouverture plus grande, et on verra pourquoi je veux une ouverture plus grande juste derrière, ça veut dire que le produit ne peut pas passer trop vite devant la caméra, sinon on va avoir du flou. Ok, donc ça c'était pour l'ouverture. La profondeur de champ, c'est la capacité de la caméra à voir net. D'accord, donc c'est la distance de travail dans laquelle la caméra voit l'image nette. D'accord, donc si on a une faible profondeur de champ, on voit que ici sur ma pile centrale, elle est nette, mais sur la pile de devant et la pile du fond, on voit que c'est pas net. Donc c'est une faible profondeur de champ. Et puis si je prends une grande profondeur de champ, si j'utilise un objectif qui me permet d'avoir une grande profondeur de champ et une distance,
j'aurai ici les 3 piles qui sont nettes pour l'image, et donc je pourrais faire un contrôle sur les 3 piles, alors que sur l'image de faible profondeur de champ, ça va être un petit peu compliqué de poser des algorithmes sur des images qui ne sont pas nettes. Ok. Donc la profondeur de champ, c'est bien la distance, la gamme de distance de travail de la caméra. Donc la profondeur de champ, elle dépend de tout un tas de choses. Elle dépend de la longueur focale de l'objectif, de la distance de travail à laquelle on va mettre l'objet par rapport à la caméra, de l'objectif, de l'ouverture de l'objectif, puisque l'ouverture est fixée à l'objectif, et de la résolution caméra. Alors, il y a quelques règles qui nous permettent de dire je peux avoir une faible profondeur de champ ou une grande profondeur de champ, et donc qui ont des effets. J'ai une grande ouverture, j'aurai une faible profondeur de champ. Si j'ai une faible ouverture, j'aurai une grande profondeur de champ. Et donc c'est pareil avec les autres unités. Si j'ai une grande longueur focale, donc si j'utilise un objectif, un téléobjectif plutôt, j'aurai une faible profondeur de champ. Par contre, j'aurai une grande profondeur de champ avec une petite longueur focale. Et pareil avec la distance de travail. Si ma distance de travail est faible, j'aurai une faible profondeur de champ. Et si j'ai une grande distance de travail, donc une distance entre la caméra et l'objet que j'ai à contrôler, j'aurai une plus grande profondeur de champ. Okay, voilà un petit peu les règles qu'il faut avoir en tête. Sur la 2D, en termes de produits, j'aurais pas beaucoup de slides sur la partie produits SICK. SICK offre une gamme de produits de caméras de vision 2D qui sont la gamme Inspector P, d'accord, donc qui vont de l'inspecteur aujourd'hui P630 jusqu'au P650, d'accord, qui est aujourd'hui disponible. Et en fin d'année, on verra un nouvel inspecteur qui se rappellera l'inspecteur P620, qui sera une petite smart caméra. Dans toutes ces gammes de produits, on va avoir deux déclinaisons de tâches possibles. On va avoir des produits configurables, donc livrés avec des templates et des outils qui sont déjà dans la caméra, qui vont vous permettre uniquement d'utiliser ce qu'il y a dedans, ou alors avec le concept d'AppSpace, de pouvoir développer directement via l'App Studio, qui est le logiciel de l'écosystème AppSpace, qui vous permet de développer notamment via des algorithmes Alcon. Ok, donc le choix de l'inspecteur se fait en fonction de la résolution de caméra que vous voulez et de la puissance de traitement également que vous voulez, puisque plus vous augmentez dans la gamme, et plus la capacité de décodage et de traitement est élevée. Voilà, donc ça c'est pour la partie Smart Camera. Nous avons également une gamme de caméras standards, donc sous Giga Ethernet, qui peuvent se connecter directement sur une gamme de contrôleurs, donc du plus petit au plus grand, qui vous permettent de connecter plus ou moins, enfin un certain nombre de caméras. Donc ici vous avez 2 connexions Giga Ethernet et ici vous en avez 8. Voilà pour la gamme de produits vision 2D que SICK peut vous offrir. Passons maintenant à la 3D. Excusez-moi. La partie donc la partie 3D convient essentiellement pour analyser les volumes, bien sûr, puisqu'on a une notion de Z supplémentaire, la forme également, et puis la position en 3D des objets qui peuvent passer sur un convoyeur. Également adapté pour la détection de pièces et de défauts à faible contraste, puisque là où on n'a pas de contraste, on va pouvoir, avec la notion 3D, pouvoir une information de hauteur qui vont nous permettre de détecter des choses qu'on ne peut pas faire en 2D. Et puis, bien sûr, je viens d'en parler, avec une différence de hauteur qui est détectable.
La vision 3D, elle est quand même plus utilisée pour la partie positionnement, inspection et mesure, un peu moins pour la partie lecture, bien que on peut avoir des applications quand même en lecture de caractères qui ont du relief, qui peuvent être faits en vision 3D. Okay, donc si on regarde un peu alors, cette fois-ci c'est plus l'emballage de notre boîte de chocolat, mais c'est l'intérieur. Donc on voit très bien que sur la partie vision 2D, ça va être compliqué ici de détecter qu'il manque un gâteau au chocolat, je crois. Alors qu'en 3D, on va pouvoir avoir une notion de Z qui nous permet facilement d'aller contrôler ce défaut. OK. Donc on va retrouver différents types de caméras en technologie 3D. Tout d'abord, on va retrouver la triangulation, donc avec une ligne laser qui est intégrée ou pas à la caméra et une caméra. Voilà, c'est la technologie, je pense, dans la vision Indus sur la partie contrôle qualité qui est le plus utilisée aujourd'hui. Mais nous avons également d'autres types de caméras sur la partie techno 3D, puisqu'on va retrouver des caméras temps de vol qui sont basées sur le temps nécessaire à la lumière d'aller taper l'objet et de revenir. Donc c'est un peu moins précis puisqu'on a une répétabilité qui va tourner autour de 30 mm. Donc c'est pas tout à fait pour le même genre d'application, mais il faut savoir que ça existe également dans la gamme Vision 6, mais j'y reviendrai à la fin de la présentation. Et puis la dernière technologie qui est également utilisée en vision Indus, c'est la partie stéréovision, qui n'est rien d'autre que le principe de l'humain, où on va placer deux caméras. Et ces deux caméras vont prendre deux images 2D qui vont être assemblées pour créer une image 3D. Donc, bon, c'est pas dédié à des objets qui sont très petits parce que c'est un peu moins performant en termes de résolution d'image, mais il faut savoir que ça existe et que c'est également utilisé. Ok, donc je vais me focaliser essentiellement sur la partie triangulation pour les quelques slides qui suivent et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les avantages et les conditions d'utilisation de ce type de caméra. Donc la triangulation, bien sûr, l'objectif c'est d'avoir une information de hauteur et d'être en 3D. C'est pas une prise d'image instantanée comme on peut avoir en vision 2D. Il faut qu'il y ait un mouvement, soit du produit, soit de la caméra, pour que la ligne laser qui va être placée soit dans la caméra ici, soit à côté de la caméra, puisse balayer l'ensemble des objets qui vont se trouver en dessous de la caméra. Okay. C'est un système actif comparé par exemple à la stéréovision, puisque la lumière est fournie, c'est à l'intégrateur de la solution de fournir la lumière et c'est obligatoire. Donc soit directement intégré dans la caméra, soit avec un éclairage laser externe. Ok, donc la triangulation, comment ça fonctionne? On va émettre une ligne laser sur l'objet et puis derrière, on va avoir une réflexion de cette lumière qui va passer dans l'optique pour aller dans le récepteur, qui est un récepteur à une matrice 2D classique. Ok, sur la base de la géométrie de cette triangulation, l'objet va bouger ou va avoir des différents reliefs sur la hauteur qui vont être impactés sur l'imageur et donc on va pouvoir en déduire la position de chaque point de la ligne laser pour les différents scans. Okay, donc si on regarde un peu plus dans le détail, vous avez cette ligne projetée, vous avez un produit qui va passer en dessous, d'accord. On va s'arrêter ici pour montrer que chaque profil va être remonté à la caméra, d'accord. Et donc on va pouvoir découper cette image en différents profils
d'accord, comme on peut le voir sur cette image. On a au départ un produit qui va passer, on va en déduire chaque profil, on va découper cet objet en différents profils, et derrière on va avoir deux solutions, soit l'utiliser en profilomètre, d'accord, c'est-à-dire que chaque profil peut être analysé, on va pouvoir faire des mesures sur chaque profil de hauteur, de différentes mesures, soit évaluer directement l'image 3D et poser des algorithmes 3D, par exemple de la recherche de forme 3D sur l'image qui va être constituée de ces différents profils 3D. OK. À l'identique de la partie 2D, la partie 3D a forcément un champ de vue, d'accord? Donc on va avoir une ligne laser qui va donner une largeur en X, et puis on va avoir une hauteur possible sur la caméra. D'accord? Donc on va avoir dans cette zone de l'arrêt laser un champ de vue maximum qui est représenté par ce, je sais pas comment, parallélépipède, quoique c'est pas parallèle, donc c'est pas et puis dans ce champ de vision, donc qui est le champ de vue de la caméra, on va en pouvoir définir un champ de vue sélectionné qui va être plus petit que le champ de vue maximum. L'objectif, ça va être de réduire, parce que vous imaginez bien que quand on va découper l'objet qui va passer en dessous de la caméra en différents profils, hein, les différents profils, on peut tourner jusqu'à 80 kHz, donc 80 000 profils à la seconde sur certains produits. On va avoir beaucoup d'informations sur chaque profil et beaucoup de profils. Et donc, en réduisant ce champ de vue, on va pouvoir réduire la quantité d'informations à traiter, ce qui n'est pas négligeable derrière pour la partie processing. Et donc, du coup, on va augmenter la rapidité de traitement et donc le contrôle. OK. Une petite contrainte sur la partie triangulation 3D. Puisque c'est une triangulation, on va retrouver des zones d'occlusion. C'est-à-dire que, par exemple, quand la caméra est placée telle qu'elle est ici et qui regarde dans ce sens-là, et l'arrêt laser ici, on va retrouver, par exemple, ici, sur des produits comme celui-ci, des zones où la caméra ne va rien voir, puisque l'arrêt laser va éclairer dans une zone où la caméra ne voit rien. Donc on a également un autre cas ici, sur un produit avec une hauteur assez importante. La partie qui est derrière ici n'est pas juste contre le cylindre qui est en hauteur là. La caméra ne pourra pas voir cette zone. Donc c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte quand on met en place une application de vision et qu'on veut faire de la 3D, que le positionnement de l'éclairage et de la caméra par rapport à l'éclairage peut faire que on ne voit pas tout, et donc il faut avoir un cahier des charges bien défini au préalable. Donc ça, c'est pour la partie occlusion caméra, mais on a également des occlusions laser, puisque le laser est émis par rapport à une source lumineuse ici. On imagine bien que quand le laser va taper le bord de l'objet, là, on va avoir toute une zone ici qui ne sera pas éclairée et donc qui ne sera pas visible par la caméra, même si la caméra peut voir cette partie-là. Comme il n'y a pas de faisceau laser sur cette partie-là, on ne pourra pas poser des contrôles sur la partie d'occlusion laser. OK, donc c'est des choses qui sont à prendre en compte et des contraintes qu'il ne faut pas négliger quand on fait une application de vision 3D par triangulation. OK, donc la question derrière tout ça, c'est alors 2D ou 3D. Alors vous avez bien vu que par rapport aux différentes contraintes de la vision 2D, notamment tout ce qui est profondeur de champ, champ de vue, objectif, et la partie 3D où, notamment en triangulation, on peut avoir des difficultés à éclairer notre objet. Il n'y a pas des règles tout établies, il y a quelques prérequis. Donc c'est quand utiliser la 3D, notamment quand on a des contrôles
d'impression à faire ou de surface, où la vision 2D est quand même plus adaptée. Et la 3D, bien sûr, dès qu'on a une information de hauteur à contrôler, la 3D a son sens, et également quand c'est de la forme. D'accord. Donc, sur la partie taille, largeur, hauteur, bien sûr, mais également tout ce qui est partie volume. Donc, j'ai repris l'exemple qu'on avait illustré sur la partie 2D, où vous avez cette partie impression qui est faisable en 2D, qui n'est pas visible en 3D, alors que sur la partie contrôle qualité, notamment sur la présence-absence dans l'emballage des produits finis, voilà, la partie 2D a beaucoup moins de sens par rapport à la partie 3D. Voilà, donc sur la partie... j'ai pas mis... Je me suis trompé, c'est pas grave. Excusez-moi. Sur la partie de présentation, j'en ai fini. Donc, comme je vous le disais en préalable de ce WebEx, il a été enregistré. Donc, si vous avez besoin de le revoir, je vous conseille de vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour revoir ce webinaire. Vous avez également d'autres vidéos disponibles, applicatifs, tutoriels ou même directement produits. Et également la partie LinkedIn où nous postons régulièrement des applicatifs Vision. Et puis bien sûr, si vous avez des questions à nous poser sur des applicatifs que vous avez en tête ou des projets qui vous arrivent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, soit par téléphone, soit via le site directement, ou directement votre contact SIC privilégié. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose d'utiliser le chat et j'essaierai de répondre aussi bien que possible. Oui. Ouais. Alors, je vous lis la première question. SICK propose des caméras 3D ou bien des systèmes en sorte d'éviter les ombres. Attendez, je vais avanir. SICK propose des caméras 3D ou bien des systèmes 3D avec plusieurs caméras de sorte à éviter les ombres. Alors, réponse à la première question, oui, nous proposons des caméras 3D. Maintenant, pour éviter les ombres, c'est typiquement le travail de l'intégrateur ou de la personne qui développe l'application, de faire en sorte que la caméra par rapport au laser soit placée pour pouvoir avoir un maximum de choses et surtout ce qu'on a envie de contrôler. Alors j'ai dû rater un slide. Pardon. Voilà. Voilà, je suis désolé, j'avais masqué. J'ai oublié de passer la partie produit 3D sur la partie offre produit. Donc, nous avons sur la partie 3D différentes technos, on l'a dit, puisqu'on a la partie triangulation, la partie stéréo, la partie temps de vol. Mais on a également différents types de produits, c'est-à-dire des produits configurables où on va retrouver des algorithmes déjà intégrés. Et donc juste utilisables comme paramètres, des parties, des capteurs programmables où c'est à vous de développer directement dans le capteur et des caméras de streaming qui ne fournissent que l'image et c'est à vous de développer par rapport à votre utilisation, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous utilisez déjà Alcon ou autre, de développer directement sous base PC ou contrôleur. Donc, dans ces trois différents types de caméras, on va retrouver les différents technos. Donc, en triangulation, on a le Trispector P, qui est une smart caméra tout intégrée. On va retrouver l'IVC 3D sur la partie programmable, qui intègre des outils un peu plus avancés. Et puis, sur la partie streaming, on va retrouver le rouleur, le ranger et le scanning rouleur,
qui sont 3 caméras de streaming qui fournissent des données, donc soit en caméra tout intégrée, soit en caméra complètement nue, où vous allez devoir intégrer vous-même l'éclairage. Et puis sur les 2 autres types de caméras, sur la partie temps de vol, on va retrouver Visionary TDT et Visionary TAG, qui sont des caméras temps de vol, donc soit configurables, soit en mode streaming, où la caméra va vous fournir un nuage de points sous la technologie temps de vol. Et puis pour terminer, sur la partie stéréovision, nous avons le Visionary B, qui est un produit configurable en stéréovision. Et pour terminer sur la partie triangulation et streaming, nous avons pour information un nouveau Ranger qui est le Ranger 3 depuis le début d'année, qui est une caméra de streaming qui a des capacités de contrôle assez importantes, avec notamment des vitesses de scan qui vont jusqu'à 80 kHz en termes de rapidité. Voilà, je continue dans les questions. On a parlé de couleurs sur la 2D, pardon. C'est une version spécifique d'Inspector. Alors pour le moment, en Inspector, la plateforme Inspector P a été préparée pour recevoir la couleur. Donc nous allons finir cette année le développement de la gamme Inspector P en niveau de gris. Et puis dans la foulée, nous sortirons un Inspector P avec une matrice couleur. Mais ça ne sera pas un gros travail, donc ça ne prendra pas énormément de temps puisque la plateforme est déjà prête pour recevoir un imageur couleur. J'ai une question privée. L'inspection 3D est-elle sensible à la variation de vitesse de passage du produit ou des vibrations dans le transport du produit? Oui, alors on a une question en mode privé qui est est-ce que la vision 3D est-ce que la vision 3D pose problème par rapport à la vitesse de déplacement de l'objet? La réponse est ça dépend. Ça dépend de la résolution en termes de nombre de profils que vous voulez avoir dans la découpe en profil du produit. Et puis de la vitesse de votre caméra. Si vous prenez une caméra qui tourne à 2 kHz, donc de 2000 profils par seconde, et que votre objet passe, je ne sais pas, en 100 millisecondes, vous allez avoir un nombre de profils qui va être limité sur toute la longueur de votre objet. Dans ce cas-là, il faudra passer sur une caméra rapide, type Ranger 3, qui permet de tourner à peu près 80 kHz pour avoir un nombre de profils suffisant et pour pouvoir poser des algorithmes et avoir une résolution suffisante pour faire le contrôle que vous voulez faire. Inspection 3D est-elle sensible? Ok. Existe-t-il plusieurs suites logicielles et licences payantes? Alors j'ai parlé tout à l'heure de notre écosystème AppSpace. Donc ce qui va se passer, par exemple pour la 2D, vous avez l'Inspector P. L'Inspector P est éligible à la partie configurable, c'est-à-dire que SIG va fournir des outils pour rendre l'Inspector P configurable, d'accord? Donc ça va être des outils d'inspection, de positionnement, de mesure et de lecture. Donc ça c'est utilisable gratuitement. L'application sera téléchargeable via le site et donc intégrable directement dans l'Inspector P pour le rendre configurable. Et puis si ça ne suffit pas, il vous suffit de passer sous licence App Studio, d'accord? Donc il y a une licence qui est payante annuellement, qui va vous permettre de développer soit via script LUA, donc d'ajouter des outils qui ne seraient pas suffisants dans la partie configurable, et donc de développer vous-même et de rendre le produit, comme on le voit ici, configurable en programmable. Et ça sera le même hardware qui passera soit configurable, soit programmable. Question, SIG propose-t-il des solutions 3D de dévraquage
Alors, la réponse est oui. Nous proposons deux types de solutions pour le débraquage. Donc, soit 2D, donc le plug 2D, mais c'est plutôt du débraquage sur convoyeur. Sinon, nous avons le PLB, qui est une technologie stéréovision, d'accord, qui permet de faire du débraquage directement dans les palettes. Donc, si vous avez des besoins, je vous invite à vous retourner vers votre interlocuteur privilégié SICK pour avoir plus d'informations sur notre site web. Si vous regardez, vous tapez PLB sur la zone de recherche, vous trouverez des informations sur le produit. Ouais. Est-il possible de fusionner plusieurs images 3D? Oui. Dernière question. Est-il possible de fusionner plusieurs images 3D triangulation en mode configurable? En mode configurable, non. Nous avons des contrôleurs, je vous ai montré tout à l'heure des contrôleurs, donc des contrôleurs de capteurs qui permettent de mettre des caméras de streaming. Vous pouvez très bien mettre sur ces contrôleurs deux rangers, par exemple, qui vont fournir deux caméras 3D, mais ce n'est pas configurable. C'est à vous derrière, via des API que SICK va vous fournir, de développer la fusion de deux images 3D. Voilà, donc en mode configurable, non, c'est aujourd'hui pas possible. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser quelques secondes. Bon, a priori, pas d'autres questions. Donc, je vous remercie tous de votre participation et vous donne rendez-vous plus tard pour parler d'autres sujets vision. Voilà, bonne journée à tous et au revoir.